On a tous ce pote super rancunier qui va trouver un moyen de vous faire la misère pour une connerie datant du collège. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un d'aussi rancunier que Frank Norfleet? Bah, je ne crois pas prendre trop de risques en vous disant absolument pas. Il y a des gens dans la vie qu'il ne faut pas trop faire chier, et Norfleet est de ceux-là. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire rocambolesque, trop peu connue en France, mais qui continue de fasciner plus de 50 ans après sa mort. L'histoire se déroule au Texas au début du siècle dernier. Franklin Norfleet, de son nom complet, est un type honnête, un peu rustre et à l'air naïf, qui par un travail acharné et une bonne dose d'ambition est parvenu à ériger un ranch dans le comté de Hale et à le faire prospérer. Pour cela, il se déplace beaucoup, achète des mules, revend des mules, bref, le taf classique d'un propriétaire et éleveur. Et on ne peut que penser que ce business lui convient à merveille, lui-même se révélant plus tard être l'une des plus grosses têtes de mules du continent américain. En fait, tout commence vraiment en 1919 lorsqu'il se met en tête de vendre son ranch pour acheter des terres plus vastes. Comme il est assez sociable, il parle un peu partout de son projet et rencontre un beau jour un type du nom de Spencer, dont le patron est supposément acheteur de mules. Il se montre dans un premier temps peu intéressé, mais finit par envisager d'en parler à son boss pour acquérir le ranch. Spencer et Norfleet se rendent alors à Dallas pour rencontrer ce dernier. Et peut-être l'avez-vous déjà compris, mais cette histoire d'acheteur de ranch, eh bien, c'est du bullshit total. Lorsque Norfleet arrive à l'hôtel, plein de petits détails semblant avoir été laissés au hasard indiquent que le patron de Spencer, un nom du nom de Stetson, est un homme puissant et invité de l'hôtel. Toute la parfaite panoplie pour amadouer Norfleet et le faire tomber dans le panneau. Par exemple, Stetson laisse à un moment traîner son portefeuille par terre en évidence pour que Norfleet le ramasse et, feignant ensuite de l'avoir perdu, le récompensera de 100 $ lorsqu'il lui rend. Forcément, ces signes de richesse ne laissent pas indifférent Norfleet qui baissera peu à peu sa garde. Parce que oui, Spencer et Stenson ne sont pas les vrais noms de ces individus qui forment en réalité un gang d'arnaqueurs qui, avec notre bon vieux Franklin sorti de la cambrousse, ont flairé le bon pigeon. これは鳩ですか？ Je ne vais pas rentrer dans les détails du plan parce que c'est un peu laborieux, mais l'idée est d'orienter Norfleet sur des investissements boursiers permettant de faire gonfler la valeur de son ranch et d'en retirer une somme bien supérieure aux 100 000 $ qu'il en demandait initialement. Pour cela, il doit en investir 45 000, et ces 45 000 $, bah, il ne les reverra évidemment jamais, car soudainement, Spencer, Stetson et leurs quelques complices s'évanouissent dans la nature. Au début, Norfleet ne comprend pas trop, il se dit qu'il y a erreur et que Stetson va très vite le recontacter avec une bonne nouvelle. Sauf que bah, cette nouvelle n'arrive jamais. Évidemment, Norfleet est indigné, car en plus de ses 45 000 $ évanouis, il se retrouve endetté. Et là où la plupart des personnes se mettent dans des colères folles, hurlent, dépriment et culpabilisent, mais sans rien entreprendre du fait de la honte, mais aussi de la quasi-certitude qu'ils ne peuvent plus rien faire, Norfleet de son côté va sacrément vriller. Plutôt que manger éternellement son somme, il rentre chez lui et déclare à sa femme: Chérie, cette vidéo d'Effirit est vachement intéressante et nous devrions la liker et s'abonner à sa chaîne pour ne rien manquer des suivantes et soutenir son travail. Bon, dans les faits, il a plutôt dit un truc comme ça. Chérie, le monde est grand, mais il est cependant bien trop petit pour que ces escrocs et moi puissions y vivre en paix. Aussitôt dit, il abandonne son ranch, sa femme et ses gosses et se lance corps et âme dans une quête pour retrouver un à un les coupables et les faire payer, peu importe si cela doit lui prendre toute sa vie. La première étape a été de contacter tous les journaux possibles, toutes les agences de presse pour publier son histoire. Et c'est pas quelque chose de facile de crier au pays entier: Eh, regardez à quel point je me suis fait arnaquer. À travers ça, l'idée va certes être d'avertir de potentielles futures victimes, mais surtout d'en retrouver des anciennes. Cet appel au public va susciter des réactions sur tout le continent et lui permettre de recouper tout un tas d'informations qui lui sera bien utile par la suite. Il découvrira alors que le gang, connu sous le nom de la bande à Joe Ferret, le vrai nom de Stetson, a déjà fait énormément de dégâts à travers les États-Unis et comporte bien plus de membres qu'il aurait pensé initialement. Sa traque le mènera dans un premier temps en Californie, où déguisé, il parviendra à mettre la main sur deux complices du nom de Ward et de Gerber. Grâce aux accusations d'une autre des victimes, il parviendra à les faire arrêter puis emprisonner. Il se rendra ensuite en Floride en quête de Spencer, vêtu d'un nouvel accoutrement et sous le nom de Parkinson. Il fait croire qu'il a 50 000 $ à investir dans une ferme de céleri afin d'attirer à lui les malfrats. Mais bon, il en est qu'à ses débuts et du coup, un peu expérimenté, il surjoue le personnage. Il se fera alors rapidement griller et attraper. Norfleet parviendra tout de même à s'échapper et trouvera une note sur ses agresseurs émanant de Joe Ferry, alias Stetson, en personne. Cette dernière dit: C'est Norfleet, ne le laissez pas s'échapper les gars, ou il attrapera chacun d'entre nous. Ferry était donc dans les parages et notre éleveur préféré se lancera alors à sa poursuite, parcourant la Floride et atteignant même Cuba. Finalement, il perdra sa trace et rentrera bredouille à Hell Center. Forcément, après ce premier périple, Norfleet se retrouve un peu sans le sou. Va-t-il décider de se calmer et de retourner auprès de sa famille qui l'attend depuis tout ce temps? Évidemment que non. Il décide plutôt de brader son bétail et principale source de revenus de l'affaire désormais gérée par sa femme pour financer sa prochaine expédition. À 23 $ la tête, autant dire qu'il s'en fout désormais de son business et que sa seule obsession est devenue la vengeance. Il retourne alors en Californie, passe par San Antonio, San Francisco jusqu'à Los Angeles. Là, deux shérifs corrompus s'occupent de faire surveiller la maison de Furry en prévision de son arrivée. Donc on sent déjà qu'il a bien regretté de s'en être pris à lui et qu'il a ensuite vécu dans la peur constante d'être retrouvé. Bien que Norfleet ait reçu une commission symbolique des Texas Rangers avec le pouvoir d'arrêter, il n'avait pas l'autorité suffisante dont faisaient preuve ces deux officiers.
D'autres pistes envoient Norfleet au Mexique, à San Diego, puis à nouveau en Floride d'où Ferré avait viré une grosse somme d'argent à sa femme à Los Angeles. Norfleet s'est arrangé avec le bureau télégraphique pour qu'il l'appelle si un autre virement de ce type devait être effectué. Il retourne ensuite au Texas, à Al Center, pas tellement pour revoir sa femme, mais plutôt pour engager son fils, Pete, comme assistant afin de l'épauler dans sa quête. Les deux hommes finissent par retrouver la trace de Ferré à Jacksonville, le suivent jusque dans un café et l'arrêtent finalement avec un mandat d'arrêt pour le traîner jusqu'à la prison de Fort Worth. Au cours du trajet, le malfrat tentera bien de s'échapper, mais sans succès. Et moment karma, il apprendra de la bouche de son arnaqueur que lui-même s'est fait arnaquer par les policiers qu'il avait missionnés pour le protéger de Norfleet, et que pour qu'il paye, ils avaient pris son propre fils en otage. Et on me souffle un bon gros chien dans l'oreillette. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à choper Spencer, le dernier en liberté. Un tuyau permet à Norfleet d'embarquer sur le vol de Spencer à destination du Canada. À Montréal, Norfleet et son fils l'attrapent, mais ce dernier s'échappe à nouveau et entraîne ses poursuivants dans une course-poursuite à travers New York, l'Illinois, le Missouri, le Nebraska et enfin le Colorado. Se faisant passer pour un Texan d'une petite ville, Norfleet fait savoir à Denver qu'il s'attend à une découverte de pétrole sur son terrain. En parallèle, une opération d'infiltration de 9 semaines menée par le bureau du procureur à Denver a permis de ratisser plus large que Norfleet ne l'avait prévu. Mais elle a permis de démanteler un faux trafic boursier et de localiser enfin Spencer. Le malfrat sera finalement arrêté dans l'Utah avant que Norfleet n'y arrive. Lorsque les deux hommes se rencontrent à la prison de Salt Lake City, Spencer jettera finalement l'éponge, disant à Norfleet: Nous vous avons battu la première fois, mais vous nous avez écrasé toutes les autres. Alors, à quoi bon? Norfleet considère alors que son but est atteint, même s'il aura dépensé plus de 75 000 dollars de sa poche pour poursuivre des antagonistes qui ne lui auront soutiré que 45 000 dollars. À travers sa quête, il sera parvenu à démasquer également au moins 75 autres personnes dans divers réseaux plus ou moins impliqués avec la bande de Joe Ferré. Après cela, Norfleet a été sollicité à de nombreuses reprises pour traquer d'autres escrocs, mais il déclinera à chaque fois, considérant qu'il aura déjà fait bien plus que sa part. Il avait négligé sa famille, son ranch, et fut obligé de se débarrasser de pratiquement tous ses biens pour rembourser ses créanciers. Il lui restait juste assez d'argent pour que sa femme et lui puissent vivre avec le strict minimum. Il écrit ses mémoires juste après, publiées sous le titre de Norfleet en 1924. Cette histoire est d'autant plus incroyable que durant ses 5 années de chasse acharnée à travers un continent entier, il n'aura pas fait couler une seule goutte de sang. Et la morale de l'histoire, finalement, c'est de toujours se méfier quand on veut faire un sale coup à quelqu'un, même avec les airs les plus naïfs et bourrus du monde, car derrière chaque pigeon peut se cacher un Franklin Norfleet. Cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines et soutenir mon travail. À la prochaine!